monde entier, nous avons soutenu des peuples, comment dirais-je, autochtones, qui n'étaient pas reconnus par la diplomatie internationale, où on a vu des frontières se dessiner sans raison, sans raison valable, à mon avis, mais des raisons économiques, et qui ne sont pas du tout notre façon de voir le monde. Et aimeriez-vous parler d'une autre chose avant qu'on aborde le problème de l'eau? Non, bon, on voit bien tout le processus de la Fondation, bon, défendre les hommes, défendre les peuples, et puis petit à petit, toujours dans le même esprit, bon, un beau jour, depuis une dizaine d'années, un peu plus, je recevais de plus en plus de témoignages de populations qui voyaient leur avenir compromis par manque d'eau. Les problèmes de l'eau revenaient ou d'eau polluée, des problèmes de pollution, d'étang, et ça devenait tellement récurrent que je me suis dit, bon, nous défendons les droits de l'homme, bien, mais qu'est-ce qu'on aura à défendre si l'humanité disparaît parce qu'elle n'aura plus d'eau? Excusez-moi, j'ouvre et je ferme une parenthèse vite là. En parlant de droits de l'homme, j'ai pioché la déclaration de droits de l'homme, la déclaration universelle, et je n'ai rien trouvé sur l'eau. Non, non, non. Alors, ce n'est pas un droit? Mais à l'époque, quand cette déclaration universelle s'est faite en 1948, il n'y avait pas de problème d'eau. Il n'y avait pas une telle pollution. Et pourtant, Platon en a parlé déjà à son temps. Mais ça, c'était comment dirais-je, de l'esprit. Mais au vécu quotidien, bon, il y avait des problèmes au Sahara, bien sûr, mais nous, en occidentaux, nous n'avions pas de problème d'eau. Les fleuves n'étaient pas pollués, on pouvait se baigner dans les fleuves sans problème, on pouvait boire à une source sans problème, on avait des glaciers énormes qui nous assuraient de l'eau. Et puis, il y a eu une dégradation terrible à 50 ans, en fait. Due à la politique mondiale, à la politique économique. Bon, quand on a vu, par exemple, quand j'ai été invitée au Chili, par les Mapuches. Les Mapuches, c'est une population indienne qui vit dans la 8e région en particulier, et qui a vécu des millénaires dans une forêt native, avec des araucarias qui vivent 600 ans. Quand on le plante, on sait qu'on n'aura pas de fruits avant 60 ans, mais ce sont nos parents qui les plantent pour que les enfants puissent avoir les fruits, et puis les enfants les plantent, etc. Donc il y a une continuité. Et les Mapuches m'invitent à aller voir le massacre. Et le massacre qu'ils ont, comment dirais-je, ressenti encore plus profondément quand ils ont vu un lac immense et magnifique, profond, d'une eau pure, cristalline, se polluer à une allure invraisemblable et surtout se combler. Et ils m'ont expliqué pourquoi. C'est parce que ces forêts natives étaient coupées par les grandes multinationales forestières, emportées en Europe, aux États-Unis, et à la place, on a planté des pins et des eucalyptus. Or, les pins détériorent complètement la terre parce qu'il n'y a pas d'humus, et les eucalyptus non plus, ils ne font pas d'humus. Donc il n'y a pas l'humus ne se renouvelant pas, la terre se dégrade, s'acidifie. Donc pour que les pins puissent se développer le plus rapidement possible, et ce sont les engrais, et ce sont les insecticides, et les herbicides, et les fongicides. Bref, une pollution telle que et en plus, les pins pompent énormément d'eau de la terre, si bien que sur 3 sources, il y en avait 2 qui étaient asséchées, il n'y avait plus qu'une source, et complètement polluée, et ce pauvre lac Yuiyu est en train de disparaître. Un lac énorme, hein, bon. Et il m'expliquait tout cela. Et puis on a circulé pendant 8 jours dans tous ces terres et ces hectares qui ont été massacrés,
Et il me disait, ça, c'est le fait de la politique mondiale. Et c'est là où j'ai véritablement entamé la démarche de ma résistance à la dictature économique. Et notre décision de mettre France Liberté sur le problème de l'eau, la situation de l'eau, a commencé à peu près en 96-97, lorsque j'ai rencontré Riccardo Petrella. Riccardo Petrella est un économiste italien et qui avait déjà écrit le manifeste de l'eau. L'accès à l'eau devait être un droit fondamental de l'homme, et toute notre campagne est partie de cela. Ensuite, il y a eu le contrat mondial de l'eau, dont je suis signataire, et puis nous avons construit toute notre défense du droit à la vie, si je puis dire, en défendant l'eau, qui est un élément constitutif de la vie, donc qui est elle-même la vie. Bon, Daniel, en ce qui concerne votre combat actuel en faveur de l'eau de surcroît potable, quels sont les enjeux les plus importants pour l'humanité? C'est pas de surcroît, hein. C'est l'eau potable, parce que sans eau potable, l'humanité n'existe pas. Ouais. Et c'est bien là l'enjeu. Bien, nous avons pris par le début de se dire, si aujourd'hui il y a une eau tellement polluée, c'est qu'elle fait partie d'un circuit qui entre dans cette dictature économique dont je parle, et elle est considérée comme une marchandise. Or, l'eau, élément constitutif de la vie, n'est pas une marchandise, et toute notre campagne a été pour faire la démonstration que ce n'était pas une marchandise. Et que si ça n'était pas une marchandise, elle ne pouvait pas être gérée comme telle. Donc la gestion de l'eau est devenue aussi pour nous un sujet à défendre, ou en tout cas à condamner. C'est-à-dire que toutes les multinationales qui actuellement en font véritablement leur véritable profit doivent abandonner cette idée-là, il faut penser la politique de l'eau autrement, et que l'eau, bien commun de l'humanité, bien public, doit être gérée par les pouvoirs publics. C'est une campagne qui fait son chemin, qui a déjà de bons résultats. En France, on voit, entre autres en Amérique latine, combien de pays ont renoncé à des contrats avec ces multinationales de l'eau. On le voit en Argentine, en Uruguay, en Bolivie. Et il y en a aussi dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Inde. Et aujourd'hui, c'est entré dans les esprits, ça avance en tout cas, que l'eau, bien publique, doit être gérée par des pouvoirs publics. Une bonne chose. Ensuite, évidemment, avec le contrôle de la population, parce qu'un pouvoir public peut très bien aussi mal gérer son eau. Souvent d'ailleurs parce qu'elle prend les mêmes principes de l'économie actuelle, de la pensée unique, le profit pour le profit. Bien, de l'instant où l'eau n'est pas une marchandise, toute la politique de l'eau en découle. Alors, comme la vie, c'est un droit. L'accès à l'eau est un droit fondamental et doit être inscrit dans toutes les constitutions. Que les pouvoirs publics, dans l'intérêt général de leurs administrés, se doivent de fournir le service gratuit pour 40 litres d'eau pour tous. Bon, c'est aussi une idée qui est partie du travail que nous avons fait. Vous parlez 40 litres d'eau par jour. Par jour et par personne, pour tout le monde. Bon, ça, c'est aussi un devoir de la société. Quand un enfant vient au monde, sa mère lui donne la vie et la société doit lui garantir la vie. Or, que vous soyez riche et que vous dormiez sur un matelas de dollars et on ne vous donne pas d'eau pendant 4 jours, vous mourrez. Que vous soyez pauvre et que vous couchiez sur un trottoir sur un morceau de carton, on ne vous donne pas, vous mourrez. Donc c'est le symbole, l'eau, c'est le symbole du premier article de la Déclaration des droits de l'homme dont on parlait tout à l'heure, que nous évoquions tout à l'heure. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Et ce droit, c'est le droit à avoir un service gratuit
de 40 litres d'eau par jour et par personne. Bon, et puis je ne vais pas vous faire tout mon, comment dirais-je, mon discours sur le droit, je suis tout oui. de l'eau. C'est un plaisir, je suis tout oui. Bien, lorsque nos chefs d'État en sont tout à fait conscients de ça, puisque en 1992, ils nous avaient annoncé en tout cas, qu'en 2000, il y aurait des infrastructures suffisantes partout dans le monde pour que partout où l'eau n'est pas accessible, elle le serait. En 2000, on a bien vu que ça n'était pas le cas. Il y avait encore plus de personnes qui n'avaient pas l'eau. Et bon, à Kyoto, moins ambitieux, ils nous ont dit que peut-être en 2015, il y aurait la moitié de... Or, tout ça, c'est pour amuser le public. Il y a les moyens. Les moyens sont là. Qu'on ne nous dise pas que c'est parce que c'est cher. Oui, c'est cher. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est cher parce qu'il y a les moyens. Quels sont-ils? Je vais vous les dire. L'argent, il est là. 1000 milliards de dollars. Pour vous, c'est énorme. Pour moi aussi. Inimaginable. Je ne sais même pas combien il y a de zéros. Mais ce que je sais, c'est qu'il suffit de 1 par an, et dans le monde, 1000 milliards de dollars par an, et dans le monde, pour l'armement, le budget de l'armement. Et encore cette année, et depuis 2 ans, il doit être encore plus important, parce qu'avec l'Irak, certainement, il a dépassé les bornes. Il suffit de 1% de ces 1000 milliards de dollars pendant 12 ans pour que l'ensemble du monde et l'infrastructure nécessaire pour que l'eau soit accessible partout. 1% de 1000 milliards, c'est-à-dire 10 milliards par an. Et on ne les trouverait pas, ces 10 milliards par an. Il suffit de les prélever sur les 1000 milliards. C'est si simple. Quand l'argent est là, on en a besoin pour faire autre chose, on le prend. Et quand on veut le prendre. Mais il n'y a pas de volonté politique. Et vous avez dit tout à fait ce qu'il fallait dire vouloir. Il n'y a pas la volonté politique pour le faire. Et nous sommes là, nous, les citoyens responsables, pour éveiller cette volonté politique et la faire se réaliser et s'exprimer. Il y a eu la décennie de l'eau, n'est-ce pas? Oui, mais tout ça, ça sont des bonnes intentions. Les annonces et les bonnes intentions, il y en a à revendre. Mais moi, ce que je veux voir, c'est sur le terrain. La femme qui se fait toujours ses 10 kilomètres pour venir chercher de l'eau à un puits, alors que du puits à chez elle, on peut, si on le veut, on peut très bien faire une canalisation qui amène l'eau plus près. Pourquoi, me direz-vous, toutes les organisations, toutes les associations qui creusent des puits dans les pays les plus arides, ils creusent des puits, ils font des pompes. Pourquoi les organisations non gouvernementales le feraient et que ça serait impossible à faire par des États qui, eux, auraient beaucoup plus de moyens? Qu'on ne nous dise pas, c'est pas possible. Et puis la Terre est faite ainsi. Bon, il y a des endroits où il y a de l'eau, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il y a des populations qui souffrent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il peut y avoir de l'eau partout dans le monde. Et de l'eau non polluée. La Terre aura toujours, on ne manquera jamais d'eau. Si on manquait d'eau, la Terre n'existerait plus. Elle a besoin des 78% d'eau pour se constituer, de même que notre corps a besoin des 78% d'eau pour se constituer. Si on n'a pas, il n'y a qu'à voir que dans les grandes sécheresses et dans les grandes chaleurs, les canicules, tous les gens qui meurent parce qu'ils sont déshydratés, mais ils perdent très peu d'eau, ils perdent peut-être 1 ou 2 ou 3% de cette eau. Et pourtant, ils en ont besoin. Il faut que ça soit, qu'on ait notre quantité d'eau nécessaire pour pouvoir survivre. Donc, il y aura toujours de l'eau, ou alors on n'existera plus. Mais si on existe, c'est de l'eau potable dont l'humanité a besoin. Regardez, 34 000 personnes meurent par jour parce qu'elles n'ont pas d'eau potable, parce qu'elles boivent de l'eau ou elles ne boivent pas du tout. Mais quand on pense au problème qu'il y a eu au Mexique avec cette compagnie d'exploitation, enfin on ne va pas dire le nom, mais où la population a creusé de puits et la compagnie est allée leur dire « vous n'avez pas le droit parce que l'eau, l'exploitation de l'eau nous appartient ». Comment est-ce possible? Parce que l'eau vient de la terre quand même et la terre appartient au Mexique. C'est tout ce que l'on dit. Nous, l'eau n'est pas... L'eau jaillit
c'est une matière vivante, un élément, c'est même pas une matière, c'est un élément vivant. Et elle est là pour faire fonctionner le système, toute la chaîne nutritive et alimentaire pour le vivant sur la Terre. Elle est là pour ça. Personne ne peut la confisquer. Et comment ça se fait et tout le monde laisse faire? Parce que ce siècle de l'industrialisation, je ne dis pas qu'il n'a pas eu lieu d'être. Il a certainement apporté beaucoup de choses. Mais c'est cet instinct du profit pour le profit, toujours le profit, la surproduction, qui fait que ça dégénère. Et on est arrivé à un point où cette dégénérance est devenue insupportable. Même l'eau de la pluie, en fait. Là, c'est plus difficile. Mais moi, j'ai appris quelque chose, il n'y a pas très longtemps, sur la pluie. Vous savez, quand l'eau s'évapore, elle fait un nuage. Ce nuage va dans le cosmos avant de redescendre. Et dans le cosmos, il va chercher tous les enseignements qu'il donne, qu'il rapporte à la Terre pour dégager les oligo-éléments. Et que ce circuit a un sens. Et que si on fabrique quelque chose qui contrarie ce sens, eh bien on obtient exactement le contraire de ce que l'eau nous apporte. C'est-à-dire que quand on fait des molécules chimiques qui remplacent les molécules, alors on dit, on a découvert vraiment quelque chose d'extraordinaire, on peut refaire la Terre nous-mêmes. Eh bien, on va complètement à l'encontre parce que ces molécules chimiques ne tournent pas dans le même sens que les naturelles et on obtient exactement, par exemple, les molécules chimiques qui voudraient faire qu'on se recalcifie, par exemple, eh bien, elles vous décalcifient, alors qu'on croit qu'elles nous recalcifient. Bon, je ne suis pas une technicienne, je ne suis pas une scientifique, mais à mon niveau, je crois que j'ai compris ce que ça voulait dire. Il ne faut pas aller à l'encontre de ce que la Terre a si bien fait. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de chiffres, Daniel, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la dimension du problème de l'eau, ça serait peut-être bien. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a sur cette